Mais effectivement, en France, la justice, c'est l'extrême inverse des États-Unis. Ils sont entravés par beaucoup de choses. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, d'où savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais souhaiter un Ramadan Moubarak à tous mes abonnés musulmans. J'espère que tout se passera bien pour vous et votre famille. Bon après, entre nous, si je vous le souhaite, c'est pas pour rien. Le Mousse, il est malin. Je sais très bien qu'à la fin du Ramadan, il y a plein de petites pâtisseries. Donc je mettrai mon adresse en description. N'hésitez pas à m'envoyer une petite boîte. Et ouais, moi aussi je suis abonné à Mazdak. Mais c'est pas la team premier degré que je vois là ? Vous inquiétez pas, je déconne. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler d'un sujet qui n'était pas prévu à la base. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on devait parler d'une autre influenceuse candidate de télé-réalité avec un destin bien particulier. Sauf que depuis ce week-end, il y a une énorme polémique sur Twitter et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et on fait de même sur la chaîne secondaire. J'étais un petit peu inactif sur la chaîne secondaire la semaine d'avant, mais vous inquiétez pas, ça reprend dès demain. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on prépare son petit plateau repas et c'est parti. Laissez votre vraie nature s'exprimer. Et en parlant de nature, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour. Dans un monde où la nature et l'innovation se rencontrent, Holzkern est né d'une idée simple mais puissante: apporter un morceau de nature à votre quotidien. Chaque produit Holzkern est une œuvre unique, façonnée à la main à partir de matériaux naturels soigneusement sélectionnés. Bois, pierres et métaux se conjuguent pour créer bien plus qu'un accessoire de mode. Avec plus de 1000 modèles de montres, leur collection s'inspire de la diversité et de la beauté du monde qui nous entoure. De la robustesse des montagnes à la tranquillité des forêts, chaque produit raconte une histoire. Votre histoire. Porter un sac, un bijou, des lunettes ou une montre Holzkern, c'est choisir de se connecter avec la nature, de célébrer chaque moment avec élégance et conscience. C'est un rappel constant de l'importance de préserver la beauté de notre planète tout en sublimant la sienne. Aujourd'hui, la marque avance avec fierté puisqu'elle possède 10 magasins en Allemagne et en Autriche. Elle bénéficie de la confiance de ses clients avec une note de 4,6 sur Reviews sur plus de 28 000 avis et 4,6 sur Trustpilot avec plus de 2800 avis. Holzkern, c'est l'assurance d'avoir un produit qui respecte l'environnement puisque tous les produits à base de bois sont fabriqués avec du bois certifié FSC, un label qui garantit que la marque est engagée dans la lutte contre la déforestation. Rejoignez-moi dans cette vision du monde où le naturel et l'authentique sont célébrés. Je vous encourage vivement à aller sur leur site pour découvrir tous leurs produits. Et pour vous remercier de votre fidélité, bénéficiez de moins 15% avec le code MOUSSE15. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sportif, mais ne vous inquiétez pas, même pour les non-sportifs, ça va vous intéresser. Tout part du sport, mais en réalité, on va parler d'un phénomène de société. Et on va pas parler de n'importe quel sport. Le sportif dont on va parler aujourd'hui est un sport de combat. Il s'appelle Benoît Saint-Denis et il fait du MMA, d'où le décor que vous voyez derrière moi. Notre combattant français affrontait dans la nuit de samedi à dimanche Dustin Poirier, un cador de la division des lightweight de l'UFC. Avant ce combat, Benoît Saint-Denis était classé 12e, quand Dustin Poirier était classé 3e. D'ailleurs, Dustin est un ancien champion intérimaire de la catégorie. Deux combattants agressifs, spectaculaires, toujours prêts à partir à la guerre. Tous les ingrédients pour un combat qui peut rentrer dans les classiques de l'UFC. Et même si notre combattant tricolore a fait un premier round quasi parfait, il n'a malheureusement pas pu s'imposer puisque Dustin Poirier, le combattant américain, lui a infligé son premier KO de sa carrière. Alors vous êtes sûrement en train de vous poser la question, mais la polémique, c'est parce qu'il a perdu? Non, pas du tout. Mais cette défaite est le déclencheur d'une véritable tornade, notamment sur Twitter, qui est assurément le pire réseau social du monde, car en plus de devoir digérer cette défaite, Benoît Saint-Denis doit faire face à de graves accusations, des accusations de racisme. Alors avant de voir plus précisément cette polémique, d'où ça part, les éléments, etc., nous allons, comme d'habitude, présenter notre invité.
Benoît Saint-Denis est donc né le 18 décembre 1995 à Nîmes. Son papa est militaire et sa maman est professeure. Chez les Saint-Denis, il n'y a que des garçons et Benoît est l'aîné d'une fratrie de 5 petits bonhommes. Le papa étant militaire, la famille Saint-Denis bourlingue beaucoup et c'est à Lille que Benoît passera son adolescence. Il pratiquera comme son papa le judo et d'ailleurs il obtiendra une ceinture noire. Il fera également du football et du rugby. Chez les Saint-Denis, l'éducation est basée sur 3 piliers fondamentaux, la rigueur, le sport et la religion. Tu sais quel genre d'éducation? Tes parents, ils étaient plutôt sévères, plutôt à te laisser un peu faire? C'était comment, ta jeunesse? Non, ma mère était assez stricte. Après, globalement, non, j'ai eu une jeunesse heureuse avec 4 petits frères. Je me suis régalé. On avait tous notre sport. On avait le droit à un sport en dehors de l'école. On a une photo de toi qui fait du foot. Une photo de toi où tu es encore petit, où tu fais du foot. Il y a la foi qui occupe une place hyper importante dans ta vie. Tu m'en as parlé. Tu as été élevé dans une éducation catho, aller à la messe, etc. Ou c'est plus tard que ça s'est vraiment ça a pris une place importante? Un mix des deux. Déjà, oui, j'ai eu une éducation catholique. On allait à la messe régulièrement les dimanches. Avec mes parents et après à côté de ça la foi je me suis reconnecté avec la foi catholique plus tard en devenant plus mature et en prenant de l'expérience dans la vie. Autre fait important, il a été inspiré depuis très jeune par les récits militaires de son grand-père maternel et il est également passionné par l'histoire de France mais surtout par la chevalerie. On a une photo de toi où tu es habillé en chevalier, gars. Et ouais, bah quand fallait se déguiser, moi j'étais déjà fan des chevaliers à l'époque, quoi. Depuis toujours? Ouais, bah, quand j'étais môme, quoi. Les premiers romans qu'on m'a lus de chevaliers, Lancelot, les premiers films que j'ai vus des chevaliers, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Pourquoi c'est à cause des livres et tout? Parce que je sais qu'on est rentré dans le château, on est au château d'Arcangel là. Il y a une pièce là-bas qui sert aussi de piste de danse pour les mariages. Et il y a des grandes tapisseries où il y a des chevaliers, etc. J'ai vu tout de suite, ça t'a interloqué. D'où ça devient ça? Non, la mentalité de la chevalerie, c'était de défendre le plus faible contre le plus fort. Ça, c'est une mentalité assez chrétienne. Et contre l'injustice. Contre l'injustice, exactement. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et faire usage de la force, mais face à une menace, face à l'injustice, quoi. Face à des menaces, des causes justes, quoi. Être engagé... À bon escient. Exactement, être engagé dans des causes justes. À 18 ans, il obtient un bac scientifique, mais il décide de passer les tests pour entrer dans les forces spéciales. À 18 ans, il obtient son bac scientifique, mais ce qu'il souhaite, c'est suivre les pas de son papa et de son grand-père maternel dans l'armée. Il passe donc les tests pour rentrer dans les forces spéciales de l'armée de terre et il réussit. Il s'engage donc en mars 2014 dans les forces spéciales au 1er RPIMA de Bayonne. Il combattra notamment des groupes terroristes dans la guerre du sel au sein de la force Sabre en 2016 et en 2017, il travaillera temporairement avec les forces spéciales australiennes. Il quittera l'armée au bout de ses 5 années de contrat, donc en 2019. Une carrière courte mais belle puisqu'il obtiendra 2 distinctions militaires. Il sera décoré de la médaille de reconnaissance de la nation et de la croix du combattant. Si Benoît Saint-Denis quitte l'armée, c'est pour entamer une carrière de combattant professionnel. Les prémices de son histoire avec les sports de combat professionnels commencent quand il est encore militaire en 2017 avec la pratique du jiu-jitsu brésilien. En 2017 et parallèlement au jiu-jitsu brésilien, il commence également la boxe et la boxe pied-point. Et c'est lors d'un tournoi amateur de MMA en 2017 à Saint-Sébastien en Espagne que Benoît Saint-Denis commence à marquer les esprits. Parce que oui, même s'il pratique le jiu-jitsu brésilien, la boxe et la boxe pied-point, il ne pratique pas encore le MMA et pourtant il remporte le tournoi amateur dans la catégorie des mi-moyens. S'ensuit alors une semaine de stage dans un club de MMA à Londres très réputé où Benoît vient confirmer tout son potentiel. En 2018, Daniel Warin, un entraîneur très respecté et très réputé dans le milieu du MMA puisqu'il a gagné 3 ceintures à l'UFC en tant qu'entraîneur, organise une séance de détection de MMA professionnel. Et même si BSD, Benoît Saint-Denis est le seul combattant amateur, eh bien il tape dans l'œil de l'entraîneur. C'est pourquoi Daniel Warin l'invite à rejoindre son équipe à la fin de son contrat à l'armée. Il commence à combattre dans 5 organisations différentes et à emmagasiner de l'expérience, et c'est dans l'organisation de la Brave Combat Fédération qu'il commence à se faire remarquer.
Après 8 victoires avant la limite de temps, l'UFC remarque le combattant tricolore et lui propose un contrat de 4 combats. Son premier combat à l'UFC se passera dans la catégorie supérieure où il combat d'habitude, et malheureusement, Saint-Denis perdra par décision unanime. Mais c'est pas ça qui va marquer les esprits. La première chose, c'est que Benoît Saint-Denis, pendant le combat, en prend littéralement plein la gueule. C'est tellement violent que les observateurs ne comprennent pas pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le combat. D'ailleurs, l'arbitre sera suspendu à l'issue de cette rencontre pour avoir mis la santé du combattant en danger. Mais l'autre fait marquant, c'est que l'adversaire de Benoît Saint-Denis était dopé. Normalement, quand tu perds contre une personne dopée, c'est transformé en no contest. C'est pas considéré comme une défaite. Et pourtant, c'est resté comme sa seule défaite jusqu'au week-end dernier. Toujours est-il que ce premier combat a participé à forger l'histoire et l'image de Benoît Saint-Denis à l'UFC, parce qu'il a passé 15 minutes à s'en prendre plein la gueule par un combattant plus lourd et dopé, et pourtant, il n'est pas tombé. 8 mois plus tard, il fait son deuxième combat à l'UFC contre Niklas Stolze et il obtient enfin sa première victoire dans l'organisation américaine par étranglement arrière. Son troisième combat, c'est contre Gabriel Miranda à la maison à Paris et il s'impose par KO technique. Il fait son quatrième combat contre un adversaire qui n'était pas prévu à la base car l'américain Ving Pichel déclare forfait. Il s'appelle Ismaël Bonfim, il est invaincu depuis 9 ans, d'ailleurs il est grand favori et pourtant notre Benoît National le soumet au premier round. Premier contrat, 3 victoires, une défaite contre un athlète dopé, l'UFC est content et lui propose un deuxième contrat. Son cinquième combat, c'est contre Thiago Moses à Bercy, à la maison. Et il faut reconnaître que combattre à la maison réussit bien à Benoît puisqu'il va réaliser une performance XXL. Il s'impose par KO technique au second round et livre une véritable guerre à Thiago Moses. Les deux combattants remporteront d'ailleurs la prime du combat de la soirée. 4 mois plus tard, donc c'est un délai très court pour un combattant, surtout après la guerre qu'il a livrée contre Thiago Moses, Benoît Saint-Denis affronte l'américain Matt Frevola, donc le 11 novembre, la date est importante, au Madison Square Garden à New York. Alors c'est assez solennel puisque Matt Frevola est un ancien militaire américain et Benoît Saint-Denis un ancien des forces spéciales. Donc vous avez compris que la date du 11 novembre est assez symbolique. Encore une fois, notre combattant tricolore livre une prestation taille patron puisqu'il vient mettre KO Matt Frevola avec un high kick monumental. Il aura encore une fois le bonus de performance de la soirée. Après cette 5e victoire dans l'organisation américaine, Benoît Saint-Denis se classe 11e au classement. Oui mais voilà, le 9 mars 2024, Benoît Saint-Denis va affronter une légende de l'UFC, Dustin Poirier. Tous les passionnés de MMA français retenaient leur souffle avant ce combat, qui était mais tellement attendu, la semaine était tellement longue avant ce combat, et je dois dire que dès le début du premier round, Benoît ne nous a pas déçus. Il livre un premier round d'exception, il faut le dire, il a complètement roulé sur Dustin Poirier, mais au deuxième round, il mange un énorme KO. C'est d'ailleurs le premier KO de sa carrière. Alors depuis, on a appris qu'il avait une infection et que ça faisait une semaine qu'il était sous antibiotiques, ce qui explique que dans le deuxième round, il était complètement éteint, enfin tout le monde l'a vu, mais bon bref. En tout cas, il a perdu. Tout Français passionné de MMA qui se respecte était forcément déçu du résultat. Pourtant, une partie des Français se réjouissait de cette défaite. Et s'ils se réjouissaient de la défaite de Benoît Saint-Denis, c'est parce qu'il est raciste. Enfin en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Alors avant de parler vraiment du sujet de la vidéo, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur Benoît Saint-Denis, il y a des vidéos très bien faites sur la vie de Benoît Saint-Denis, faites par des médias dédiés au MMA, donc n'hésitez pas à les regarder. Benoît Saint-Denis est-il raciste? Alors avant de répondre à cette question, je me dois d'être honnête envers vous. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Benoît Saint-Denis, c'est un combattant que j'apprécie. Je l'apprécie en tant que combattant, mais également en tant qu'homme. Mais même si j'apprécie Benoît Saint-Denis, il y a quand même des choses que je déteste. La première, forcément vous le savez, vous l'avez senti avec mes vidéos, c'est le racisme. Ma France à moi, que j'aime par-dessus tout, elle est composée de toutes les couleurs et de toutes les religions. Et ça, c'est pas négociable. C'est pas parce qu'on est patriote, qu'on aime son pays, qu'on a forcément la même vision de la France. Donc ça, c'est la première chose. Puis commencez pas à m'inventer une histoire de racisme, d'extrême droite, etc. J'ai absolument pas la même histoire que Benoît Saint-Denis. Pour être transparent avec vous, je suis la première génération de ma famille née en France. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et la deuxième chose que je déteste, c'est cette tendance qu'on a depuis quelques temps à cataloguer les gens très facilement sur pas grand chose. Vous étiez les premiers à vous plaindre avec l'histoire de Abrèche Frères. On utilisait le mot misogyne très facilement. Et bien sur le même thème, je trouve que le mot racisme, il est un peu galvaudé aujourd'hui. Et d'ailleurs, sachez que je n'hésite pas à utiliser le mot racisme quand c'est le cas et quand il le faut. Je vous prends l'exemple d'un sportif que j'aimais bien. Ceux qui sont un peu passionnés de rugby, vous connaissez sûrement Bastien Chalureau. Et bien en 2020, alors qu'il est joueur du Stade Toulousain, il agresse 2 personnes à la sortie d'une soirée. Et bien même si c'est un joueur que j'appréciais, je n'ai pas honte et peur de dire que les motivations de Bastien Chalureau
était raciste. Parce que quand tu dis « ça va les bouts », je vais pas dire la suite, c'est un mot péjoratif qui qualifie les personnes d'origine maghrébine, eh bien je trouve que ça en dit assez sur les motivations de l'agression. Alors depuis, il a été condamné, mais il a fait appel de la décision, ce qui lui a permis de participer à la dernière Coupe du Monde. Eh bien ça, je vous le dis, c'est une honte. C'est honteux! Bastien Chalureau n'aurait jamais dû reporter le maillot de l'équipe de France. Tout ça pour vous dire que même si j'aime bien une personne, s'il agit mal, je n'hésiterai pas à le dire. Alors sur quoi s'appuient les personnes qui qualifient Benoît Saint-Denis de raciste? Eh bien déjà, ses tatouages. Pour eux, Benoît Saint-Denis affiche fièrement son racisme sur son corps. Découvre ici les tatouages de Benoît Saint-Denis et leur signification. On commence avec son tatouage sur le pec, où il a une croix rouge entourée d'un rond. Cette croix représente les Templiers, qui sont les moines chevaliers du XIIe siècle. Autour de cette croix, il y a une inscription en latin qui signifie « Signe des soldats du Christ ». Sur le bras, Benoît Saint-Denis a le tatouage d'un casque samouraï traditionnel, appelé kabuto. C'est une référence aux arts martiaux, et c'est également le logo de son club de jiu-jitsu brésilien à Bayonne. Benoît Saint-Denis a également un tatouage plus discret derrière le bras. En effet, il a une dague tatouée sur le triceps. Cela représente bien le combattant de l'UFC et son passé dans l'armée en tant que soldat. C'est un tatouage très commun dans ce milieu. Benoît Saint-Denis a un tatouage plus récent qui se trouve dans son dos. En effet, il a un tatouage représentant Jeanne d'Arc, qui a plusieurs significations, comme l'engagement, la rébellion et le sacrifice. En plus de cela, le nom de sa femme Laura est écrit sur l'épée que tient Jeanne d'Arc. Le casque de samouraï, la dague et le portrait de Jeanne d'Arc, en général, on n'en parle pas trop. Par contre, le tatouage qui fait référence aux Templiers pose problème. Eh bien oui, parce que l'ordre des Templiers participa activement aux croisades, mais également à la reconquête ibérique contre les musulmans dans le royaume d'Espagne. Donc la présence de ce tatouage est la preuve irréfutable que Benoît Saint-Denis se balade le week-end à cheval avec son épée à la recherche de musulmans à tuer. Ça ne peut pas avoir de lien avec le fait que le combattant français est un fervent catholique et qu'il est depuis tout petit passionné par la chevalerie. La deuxième chose qui fait de Benoît Saint-Denis un raciste, en tout cas pour ceux qui le considèrent comme tel, c'est le fait qu'il faisait partie des forces spéciales et qu'il a fait la guerre du Sahel. Donc en fait, ce qu'on vous raconte sur internet, c'est que Benoît Saint-Denis et ses petits copains sont allés au Mali et ont tué des frères maliens. Sauf qu'en réalité, en 2013, c'est le Mali qui a fait appel à la France pour stopper l'offensive des groupes armés terroristes vers Bamako. Et c'est grâce à l'intervention de la France que l'État malien ne s'est pas effondré. Alors attention, je dis pas que la France a toujours tout bien fait en Afrique, c'est pas du tout ce que je dis. Par contre, les opérations auxquelles a participé Benoît Saint-Denis avec les forces spéciales, c'était pour aider le Mali à ne pas être aux mains de Al-Qaïda. Après, si certaines personnes considèrent les membres de Al-Qaïda comme leurs frères maliens, là, c'est un autre problème. Alors très souvent, remonte une bavure militaire qui a effectivement été faite au Mali, sauf que c'était en 2021. Benoît Saint-Denis a quitté les forces spéciales en 2019. Donc si vous voulez lui imputer certaines choses, vérifiez que les dates correspondent. Voilà. Attendez, j'y pense dans le fond. S'il n'y a pas eu de bavure des forces spéciales quand elles sont allées au Mali, dans la période où Benoît Saint-Denis était engagé avec les forces spéciales, ça veut dire que tous les membres des forces spéciales ont risqué leur vie pour des Maliens, ils ont risqué leur vie pour que le Mali ne tombe pas aux mains des djihadistes. Ils sont surprenants, ces racistes quand même, hein. Risquer sa vie pour des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Ils m'étonneront toujours. La troisième chose, c'est des déclarations dans des interviews. La première avec Guillaume Play et la deuxième avec un streamer youtubeur maintenant très connu qui s'appelle Zach Nani. Regardons d'abord la séquence avec Guillaume Play. Travailler dans la police pour ça aussi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la justice n'a pas les moyens n'a pas toujours les moyens d'avoir le répondant efficace à des fois des choses banales et des choses simples qui se font dans la vie quotidienne. Et quand t'es gamin, tu bagarres une fois le caïd de la classe, après il n'y a plus de caïd pour le restant de l'année. Donc, ouais, si tu avais été policier, tu aurais eu envie de... Je pense que ça n'aurait pas été compatible avec ma mentalité. J'aurais peut-être policier aux États-Unis, mais pas en France. Oui, aux États-Unis, ils ont plus de droits, effectivement, déjà de répondre. Ouais, oui. Et avec les voitures et avec les armes, d'ailleurs. Alors, je parle pas, je dis pas. J'adore notre pays, hein, qui est un pays magnifique, qui a un rôle social ultra important, je pense mondialement aujourd'hui, de par son modèle sociétal. Mais par contre, effectivement, bon, après, ils ont un degré de violence. J'en vis pas, hein, les Américains, ni la vie américaine. Tout n'est pas plus rose ailleurs. Ah oui, tout n'est pas plus rose ailleurs. Mais effectivement, en France, la justice, c'est l'extrême inverse des États-Unis.
ils sont entravés par beaucoup de choses. C'est bien, mais des fois un poil trop. Et je pense que un peu plus de sévérité, quoi. Ça aurait été difficile peut-être pour moi. Ouais, voilà, ça aurait été difficile pour moi de des fois avoir l'opportunité, les moyens de faire, d'appliquer quelque chose et de pas pouvoir le faire pour plein de raisons anecdotiques. En fait, dans cette vidéo, tout n'est qu'interprétation. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent que Benoît Saint-Denis est raciste, quand il dit peut-être pas policier en France, mais plutôt aux États-Unis, ils entendent bah comme ça je vais pouvoir tirer sur des Afro-Américains tranquilles sans être embêté. Quand il dit par exemple avoir le répondant face à des choses banales. Il faut savoir que la femme de Benoît Saint-Denis est policière. Et il avait déjà raconté dans une autre interview qu'elle avait été embêtée et qu'elle pouvait rien faire. Donc c'est vrai que peut-être que Benoît Saint-Denis, vu que c'est un guerrier dans l'âme, peut-être que s'il est policier et qu'on lui manque de respect, il va avoir envie de t'en mettre une. Peut-être aussi qu'il préférait être policier aux États-Unis plutôt qu'en France, parce que là-bas, les policiers sont quand même plus respectés. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il aimerait être policier aux États-Unis. Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, les policiers ont plus de droits que les policiers français. Est-ce que c'est forcément bien? Peut-être pas, je pense que ça dépend des situations. Mais à mon avis, c'est à ça que faisait référence Benoît Saint-Denis. En plus, il est quand même assez modéré, puisqu'il dit « Après, ils ont un niveau de violence que je n'envie pas ». En plus, on est tellement des magots parce qu'on se plaint en permanence que la justice est trop laxiste, que c'est pas normal que des gens qui rentrent en garde à vue pour violence conjugale, etc., ressortent le soir, et on vient lui reprocher ça, parce que c'est exactement de ça qu'il parle. Moi, j'ai jamais voulu être policier, je vous le dis direct. Et s'il y a bien une raison pour laquelle j'aimerais pas être policier, c'est par rapport à la frustration que je vais avoir quand je vais rentrer une personne en garde à vue parce qu'il a frappé sa femme, parce qu'il a touché un gosse ou j'en sais rien, et de le voir le soir ressortir libre. Je peux vous dire que je vais avoir qu'une seule envie, c'est de me faire justice moi-même. Bah voilà, c'est pareil, c'est mon interprétation de la vidéo, mais si on est vraiment honnête, rien ne laisse présager dans cet extrait que Benoît Saint-Denis est raciste. On a également cette interview avec Zach Nani qui a beaucoup fait parler. Enfin, tout de suite, je vois que l'extrême droite attaque à fond la Palestine, alors que voilà, c'est un sujet un peu litigieux, hein, mais c'est le Hamas d'abord qui est le premier vecteur de cette agression récente. Et tout de suite, l'extrême gauche va, elle, de par son audimat, essayer de se mettre plus du côté des Palestiniens. C'est un truc de fou en France. C'est-à-dire que tout est... Pareil, dans cet extrait, Benoît Saint-Denis parle d'une chose dont on a tous conscience, c'est le clientélisme en politique. Donc d'un côté, on a l'extrême droite qui vient afficher son hostilité envers la Palestine, et de l'autre, on a l'extrême gauche qui vient faire plaisir à son électorat en soutenant la Palestine. Mais il y a un truc qui est vraiment dérangeant dans cet extrait, qui a beaucoup tourné sur Twitter, c'est qu'il est coupé. Voici l'extrait original pour bien comprendre le contexte. Récemment, on t'a vu condamner une vidéo d'un média qui te présentait comme une égérie d'extrême droite. On sent que c'est quelque chose qui t'embêtait. C'était quoi, toi, ton avis là-dessus? En fait, ce qui est compliqué en France, c'est que je trouve que la France, lorsqu'une personne commence à acquérir de la notoriété, et pourtant je dis ça avec des pincettes, hein, j'ai l'impression que la France n'aime pas les gens apolitiques. En fait, elle va tout de suite essayer de te caser dans des cases en fonction de peut-être la communauté que tu vas atteindre de par tes publications. Moi, clairement, aujourd'hui, de par ce que je représente, etc., je touche, je pense, un spectre assez large de personnes. Mais clairement, je touche aussi des gens, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et donc, du coup, il y a eu un petit peu de la récupération politique, ouais. Et c'est dommage parce que je pense que les gens savent ce que j'incarne et ce que je suis au quotidien de par ce que je représente sur mes réseaux et médiatiquement parlant, et de par mon cursus aussi. Donc bien sûr que je suis attaché à la France, bien sûr que je suis très patriote et que je suis aujourd'hui père d'une famille catholique en France. Et ça, effectivement, ça fait partie de mon personnage. Mais il ne faut pas tout de suite essayer de cataloguer les gens dans un parti politique. Ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a aussi ce duel extrême-gauche, extrême-droite qui vont cataloguer un peu tous les gens comme ils le veulent. Et on le voit aussi là avec un conflit là, ultra actuel, hein, qui est cette attaque éclair du Hamas où les gens ils vont mélanger la Palestine, l'Israël, le Hamas, le Hezbollah, alors que c'est des choses qui sont vraiment dissociées. Hein. Et voilà, il faut condamner les actions qui sont de caractère terroriste. Clairement, le Hamas, ça l'a été. Il ne faut pas pour autant
tout de suite tirer des... Enfin, tout de suite, je vois que l'extrême droite attaque à fond la Palestine. Alors que... Donc l'extrait en entier quand même c'est pas le même contexte. Il parle donc de la vidéo où il apparaît de Loopsider et il vient parler d'un truc qui pour moi est un vrai fléau dans notre société, c'est le fait qu'on est en permanence catégorisé. On ne peut pas vivre en étant apolitique. Si t'es pas d'extrême droite, t'es forcément d'extrême gauche, si t'es pas forcément d'extrême gauche, t'es forcément d'extrême droite. Et donc en déroulant son raisonnement, il vient à parler du conflit. Mais pareil, soyez attentifs, il parle du conflit avec le prisme d'anciens militaires. En plus, on n'est même pas sur une prise de position. Il parle de ce conflit qui image juste le fait qu'en France, aujourd'hui, on est obligé de choisir un camp sur tout. On est catalogué en permanence sur tous les sujets. Lui, il l'a vécu et il parle donc de son expérience. Je vois pas à quel moment dans cet extrait, il y a un seul propos choquant ou dérangeant vis-à-vis d'une communauté, d'une couleur de peau, d'une religion ou quoi que ce soit. Ou alors je suis totalement sourd et j'ai pas entendu la même chose, j'en sais rien. Et le dernier point qui prouverait que Benoît Saint-Denis est raciste, ce sont certaines collaborations avec des marques. Et il y a deux collaborations qui posent problème. Sa collaboration avec Terre de France et sa collaboration avec la marque Kalos. Commençons par Terre de France. L'oriflamme de Saint-Denis, emblème des rois de France partis en guerre. C'est notre collection textile entièrement fabriquée en France, robuste et solidaire, comme Benoît. terredefrance.fr. Alors on est sur le site de Terre de France. Donc, Terre de France, c'est une entreprise familiale entourée de partenaires de confiance qui aide à concevoir la collection. Chacun de nos produits est imaginé et fabriqué en France par des artisans ou des petites entreprises. Donc les produits, il y a des vêtements, maisons, décoration, parfums, hygiène, livres, loisirs, art de table. Et là dans le livre par exemple, on trouve pas mal de bouquins d'histoire et on sait que Benoît Saint-Denis est fan d'histoire et de chevalerie. On a par exemple Jeanne d'Arc, il a un tatouage de Jeanne d'Arc dans le dos. Donc c'était évident que la connexion allait passer. Mais là, je vois pas, à part un drapeau français, des livres de Jeanne d'Arc, de Clovis, etc. Le fait que ce soit fabriqué en France, imaginé, fabriqué en France, etc. Je vois pas à quel moment on peut dire que cette marque-là est une marque d'extrême droite. Après, forcément, si un mec d'extrême droite, il se dit, voilà, je vais acheter que français, peut-être qu'il va se tourner vers Terre de France. Mais est-ce que ça veut dire que la collaboration de Benoît Saint-Denis et Terre de France tient sur le fait que Benoît Saint-Denis est raciste? Le mec aime son pays. Forcément, une collaboration avec une marque comme ça va l'intéresser. Mais c'est pas pour ça qu'il va avoir la même vision de la France, qu'il va partager les mêmes idées que des personnes mal intentionnées qui vont solliciter les produits Terre de France. La deuxième marque donc, c'est Kalos. Alors là, j'avoue que c'est un petit peu plus épineux. Tout simplement parce que Kalos a financé certaines vidéos de Baptiste Marché où Papacito, etc. apparaissaient. Effectivement, on peut qualifier que ces personnes sont plutôt des personnalités d'extrême droite. Et on a également une photo avec Thaïs Descuffon qui est également plutôt une personnalité d'extrême droite. Il est vrai que derrière la marque Kalos se tient un jeune homme qui est youtubeur qui s'appelle Mehdi Mathieu. Et quand on regarde sa page YouTube, on comprend aisément les pensées de ce monsieur. Je dévoile l'islamo-gauchisme, wok, es-tu facho, test ultime, assimilation ou avion, vous avez compris. Et quand on regarde la page Instagram de Kalos, c'est pas exactement le même contexte. Benoît Saint-Denis, c'est un homme qui est fasciné par l'histoire de la France, fasciné par les récits militaires, fasciné par les rois de France, la chevalerie, et qui est un fervent croyant catholique. Et forcément, quand il voit cette marque, évidemment qu'il s'y retrouve. Honneur et patrie, De Gaulle, toutes ces références à l'armée, au roi de France, mais également au sport de combat, parce que Kalos s'est lancé dans les sports de combat. Donc la vraie question, c'est quelle connaissance avait Benoît Saint-Denis quand il a décidé de collaborer avec la marque Kalos? Parce que très honnêtement, moi qui commence à faire des partenariats et des placements de produits, je regarde la marque, mais je ne regarde pas à qui appartient la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous propose un partenariat pour la marque Holzkern, forcément j'ai regardé le site, les pages Instagram, etc. Bon, je connaissais les produits avant, mais j'en sais rien si son créateur, son directeur ou quoi n'ont pas des casseroles au cul. Alors je dis pas qu'il savait pas ou qu'il savait, j'en sais rien, je pose juste la question. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans la transparence, il est vrai que Benoît Saint-Denis est follow à Baptiste Marché sur Instagram. Alors qui est Baptiste Marché? On va la faire rapide. Alors quand il était jeune, Baptiste Marché c'était un sympathisant des jeunesses nationalistes révolutionnaires, le groupe de Serge Ayoub, et Serge Ayoub c'est un ancien skinhead. Il s'est fait connaître en tant que sportif de haut niveau, notamment dans le développé couché, mais aussi avec des vidéos lifestyle parce que c'est un très gros mangeur de viande. Et il y a quelques jours, Baptiste Marché s'est exprimé sur Benoît Saint-Denis. Voici ce qu'il dit. Il faut savoir que Benoît Saint-Denis, avant qu'il soit à l'UFC, quand il était en train de monter, moi je l'ai contacté pour faire une vidéo avec lui. Parce que justement, combattant français, ancien des forces spéciales, catholique, j'adorais tout ça, l'image qu'il y avait de lui, etc. Et je voulais l'aider à le faire connaître. À l'époque, il était vraiment
pas beaucoup connu. Maintenant, il est 100 000 fois plus connu que moi. Mais à l'époque, il était moins connu que moi. Donc c'était vraiment pour lui donner de la visibilité, etc. Et il était chaud. Je lui avais proposé de participer à un truc des SOS Calvaire. Il était chaud, etc. Bref, ça s'était pas fait pour X raisons parce que il avait son emploi du temps, ses camps d'entraînement, tout ça et tout. Mais on était toujours resté en contact. On discutait sur Instagram, etc. J'ai envoyé des messages pour le féliciter après ses combats. Il me disait merci. Voilà. Puis, dès qu'il a commencé à être connu, etc., et que les gens ont commencé à dire ah, mais il est d'extrême droite, etc. Non, je suis pas d'extrême droite. Il m'a unfollow, il a unfollow tous les youtubeurs de droite et il répond plus aux messages. Bon, je peux comprendre, quand vous avez nos idées et que vous devenez connu, vous avez 2 directions à prendre. Vous avez le choix. On a tous fait ce choix. Papacito, moi, tous. On a tous eu le choix, exprimer ses idées, ne pas les exprimer. La première chose déjà, c'est est-ce que Benoît Saint-Denis, quand il a été contacté par Baptiste Marché, savait qui était Baptiste Marché? Parce qu'à cette époque, voici à quoi ressemblait l'Instagram de Baptiste Marché. Donc il nous dit, je lui ai écrit avant qu'il rentre à l'UFC. Donc il est rentré à l'UFC en 2021. Donc là, je suis remonté il y a 5 ans environ, donc on va dire en 2019. L'Instagram de Baptiste Marché, c'était seulement de la musculation, seulement du sport. Du sport, du lifestyle avec de la viande, la petite moustache, etc. qui d'ailleurs est très quali, il faut le dire. Des tatouages de chevalier et des armes. Donc là, il faut quand même se mettre à la place de Benoît Saint-Denis. À cette époque-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, il s'entraîne peut-être 2 à 3 fois par jour. Donc il s'entraîne, il rentre le soir, à mon avis, il est mort et il se couche très tôt, je pense. Je suis pas convaincu qu'il ait le temps de passer sa vie sur YouTube et à regarder qui est Baptiste Marché. Je suis même pas sûr qu'un jour il soit tombé sur une de ses vidéos. En tout cas, une vidéo où Baptiste Marché exprime ses idées sur l'immigration ou sur plein d'autres thèmes. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes plein à ne pas connaître Baptiste Marché. Et puis autre chose, c'est que Baptiste Marché fait des émissions avec des personnalités qui ne sont pas d'extrême droite. Prenons l'exemple avec Jean Lassalle. Ou alors, il y a un an environ, Jérôme Le Banner, une autre légende des sports de combat français. Alors pourquoi le fait que Benoît Saint-Denis suive Baptiste Marché sur Instagram fait de lui un raciste, alors que c'est pas le cas pour Jean Lassalle ou encore Jérôme Le Banner? Alors, selon Baptiste Marché, BSD a arrêté de lui parler quand on a commencé à le cataloguer avec l'extrême droite, notamment par rapport au fait qu'il le suive, ses partenariats, etc. Il y a quand même une autre possibilité. Peut-être que le combattant français, qui à mon avis a autre chose à faire que regarder des chaînes YouTube identitaires, etc., s'est intéressé un jour à Baptiste Marché, à force qu'on lui dise « oui, tu le suis, t'es un raciste », et peut-être qu'il a vu qu'il ne partageait pas les mêmes idées, et du coup, il a arrêté de le suivre. C'est encore une fois une possibilité. Mais ce qui est surtout important, c'est que là, on parle de la sphère publique. La sphère publique, c'est comme les échecs. Tu places tes pions et c'est très facile de paraître une personne que tu n'es pas. La sphère privée sera beaucoup plus révélatrice. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer dans l'intime, dans la vie privée, qui va vraiment nous donner des indications sur ce qu'est réellement Benoît Saint-Denis. Pour terminer sur la marque Kalos, je pense que vous connaissez tous le Major Gérald. Vous l'avez vu dans des vidéos YouTube, etc. C'est un personnage qui est devenu emblématique. Eh bien, sachez que la marque Kalos collabore avec le Major Gérald. Du coup, est-ce que le Major Gérald est raciste pour autant? La marque Kalos collabore également avec Mathieu Duclos, qui est un combattant. Et cette collaboration, elle est importante parce qu'elle ne s'arrête pas là. Parce que Mathieu Duclos est ami avec Ibra TV, et Ibra TV a une organisation de combat qui s'appelle YFC. Eh bien, sachez que Mathieu Duclos s'affiche non seulement avec des vêtements Kalos, comme on peut le voir ici. Alors du coup, est-ce que Ibra TV, qui laisse Kalos être partenaire de son organisation, est raciste? Rappelons que Ibra TV est d'origine tchétchène. Voilà, concernant la marque Kalos, quand on connaît les centres d'intérêt et les passions de Benoît Saint-Denis, je pense qu'on comprend aisément pourquoi il a accepté. Parce que quand tu as une collab comme ça et qu'on te propose, en général tu reçois ton mail, bim bam boum, tu te renseignes un peu, Insta, le site, mais il y a une inconnue, et ça je vous l'accorde volontiers, c'est est-ce qu'il était au courant de qui est derrière cette marque? Alors moi je regarde jamais, je me renseigne jamais. En général ce que je regarde c'est s'il y a des bons avis, si c'est sérieux, si c'est pas un scam. Mais bon, cette exigence qu'on a avec Benoît Saint-Denis, on peut aussi l'avoir avec Ibra TV. Qu'est-ce qui fait que Ibra TV a accepté la collaboration entre son organisation, YFC, et la marque Kalos? Est-ce que ce ne serait pas un manque de connaissances derrière qui est cette marque? C'est possible. Alors depuis tout à l'heure, on est beaucoup dans les accusations, les preuves que Benoît Saint-Denis est raciste. Mais si on regarde honnêtement, on est plutôt dans de l'interprétation. Je veux dire, normalement, quand on qualifie une personne de raciste, on se base sur des actes ou sur des propos. Là, en fait, sur tout ce qui a été montré, il n'y a pas un acte et il n'y a pas un propos raciste. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans du concret. En octobre 2023, le média Loopsider avait fait une vidéo sur des combattants d'extrême droite. Un autre Français qui baigne dans le MMA clandestin, c'est Valentin Vautier, connu sous le nom de French Viking et reconnaissable à sa rune sur le bras, un symbole apprécié des militants néo-nazis. D'autres enfin affichent leur idéologie nationaliste dans le MMA traditionnel, comme Benoît Saint-Denis.
Ancien militaire, tatoué d'une croix des Templiers sur le torse et d'une Jeanne d'Arc dans le dos, God of War, comme il est surnommé, est devenu la coqueluche de la droite radicale. Donc Benoît Saint-Denis a été associé avec des combattants néo-nazis. Voilà, juste ça. Juste parce qu'il a une croix des Templiers et Jeanne d'Arc dans le dos, il est associé avec des néo-nazis. Et c'est de ça dont parle Benoît Saint-Denis dans l'interview avec Zach Nani. Et à ce moment-là, le combattant tricolore a pas du tout kiffé. Voici son communiqué de presse. Autre fait marquant, sur Twitter, il y avait une personne qui avait en photo de profil la photo de Benoît Saint-Denis et qui tenait des propos extrêmement dérangeants. On va le dire des propos racistes. Regardez ce qu'a fait Benoît Saint-Denis. Bonjour, j'ai remarqué que tu abordes tu arbores, c'est pas grave, une photo de moi en photo de profil. Je te remercie pour le soutien, mais je ne cautionne pas les propos que tu véhicules. Je te demande donc à minima de supprimer ton tweet ainsi qu'à changer de photo de profil. Ce n'est pas les valeurs que je porte et qui m'ont été inculquées. Je combattrai toujours ce genre de comportement et toutes les formes de racisme qui n'ont pas leur place sur et en dehors de l'octogone. Bonne continuation, BSD. Il me semble quand même qu'on est plutôt sur du concret. Je vois pas pourquoi il s'emmerderait à DM un petit compte avec 14 followers s'il était d'accord avec ce que la personne a dit. Alors certains diront oui, fais attention à son image, c'est public, etc. L'argent, voilà. Peut-être. Du coup maintenant, intéressons-nous à la sphère privée. Eh bien, on a Amin Ayoub qui est un combattant franco-tunisien. Eh bien, après la vidéo de Loopsider, où pas mal de monde ont qualifié Benoît Saint-Denis de raciste, eh bien c'est Amin Ayoub qui est venu à la rescousse. Et voici ce qu'il raconte. C'est le meilleur Benoît est bien loin du racisme, au point où quand l'Adan retentit, pardon, l'Adan, je sais pas, retentit, c'est le premier à couper le son du téléphone et laisser libre le salon d'un appart en Bulgarie pour que les musulmans prient. Au point où quand il t'invite faire un barbecue, lui et sa femme Laura sont les premiers à chercher la boucherie halal du coin. À mort les grosses merdes qui le font passer pour ce qu'il n'est pas, c'est un des meilleurs représentants français. Mais c'est pas tout, on a une autre personne qui vient à la rescousse de Benoît Saint-Denis pour apporter son témoignage. C'est Cyril Diabaté, un ancien combattant de kickboxing et de MMA qui est franco-malien. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais Benoît Saint-Denis était avec les forces spéciales au Mali. Donc quand certaines personnes lui reprochent sur Twitter d'avoir tué des frères maliens, bah, il me semble que Cyril Diabaté est quand même bien placé pour lui en vouloir. Si c'était le cas, bon, bref. Cyril Diabaté vient défendre Benoît Saint-Denis face à ces accusations de racisme. Benoît Saint-Denis ou la théorie du fascisme en 3 bandes. Si tu suis mon Insta depuis quelques mois, tu as découvert pas mal de concepts différents, notamment le concept de mythostique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un autre concept omniprésent sur les réseaux ces derniers jours, le fascisme en 3 bandes. Imagine un mec super facho, raciste, islamophobe mais complètement lâche, tellement lâche qu'il n'a pas du tout le courage de ses opinions. Comment fait-il pour assouvir son besoin d'être facho? Facile, il est facho de façon détournée en 3 bandes. Selon tout un tas de gens très intelligents sur les réseaux sociaux, notre BSD national serait un de ces fascistes lâches. Bah oui, parce que Benoît Saint-Denis a toujours montré une certaine lâcheté, c'est d'ailleurs ça qui le caractérise. Donc récapitulons les éléments à charge qui prouvent que Benoît Saint-Denis est fasciste. Benoît est un blanc chrétien pratiquant. Il va à la messe le dimanche et prie son Dieu. Il a une croix celtique sur la poitrine, il est patriote, fier d'être français et est décoré de guerre après avoir servi la France dans les forces spéciales françaises, notamment au Mali. Ah oui, j'oubliais, il est sponsorisé par Kalos et Raptor Nutrition. Voilà. Et le fait que Benoît se défende de ne pas partager les idées de l'extrême droite semble avoir très peu d'effet sur les goalmax du net. Et Cyril Diabaté a raison, Benoît Saint-Denis et sa femme se sont toujours battus pour ne pas que son image soit récupérée par l'extrême droite. On peut le voir ici, hein, lorsqu'un collectif identitaire, le collectif Argos, avait récupéré l'image de Benoît Saint-Denis, évidemment sans son accord, lors de son combat contre Matt Frévola. Et avant son combat contre Dustin Poirier, il y a pas mal de combattants qui ont apporté leur soutien à Benoît Saint-Denis. Et pas n'importe quel combattant. On va prendre l'exemple de 2 combattants d'origine tchétchène. Le premier, c'est Baki. Salut Benoît frérot, j'espère que tu vas bien. On est tous avec toi, force à toi. Tu vas affronter Dustin Poirier, une légende de l'UFC, et tu vas le faire frérot. On est ensemble. On a également Nassourdine Imavov qui est comme Baki un combattant français d'origine tchétchène. Il combat dans la même organisation que Benoît Saint-Denis à l'UFC et lui aussi il affiche son soutien à BSD. Comprenons bien que le milieu du MMA c'est un tout petit milieu, tout va très vite et pourtant aucun combattant qui a une religion différente de Benoît Saint-Denis, aucun combattant qui n'a pas la même couleur de peau affirme que Benoît Saint-Denis est raciste. C'est fou quand même. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué pour Benoît Saint-Denis, c'est que son image, ce qu'il représente, est utilisé par l'extrême droite. Et dans l'extrême droite, il y a des racistes. On va pas se cacher, je dis pas que tous les membres de l'extrême droite sont racistes, mais il y en a. Donc il y a forcément des racistes qui soutiennent Benoît Saint-Denis. Et le fait que des racistes soutiennent Benoît Saint-Denis parce qu'il est blanc, catholique, ancien militaire, etc., ça suffit à certaines personnes pour qualifier Benoît Saint-Denis de raciste. Mais je vais vous prendre un exemple très récent. Il y a certaines personnes qui sont contre le fait
fait que Aya Nakamura chante à l'ouverture des JO. Certains parce qu'ils n'aiment pas sa musique et certains par rapport à sa couleur de peau. Au final, les deux veulent la même chose. Les gens qui n'aiment pas sa musique et les gens qui sont racistes, les deux veulent la même chose, qu'elle ne chante pas. Donc, vu que la volonté est la même, est-ce que ça veut dire que forcément, si on ne veut pas qu'elle chante, on est forcément raciste? Bah non. Bah non. Pour la même volonté, il peut y avoir deux motivations différentes, ou même plusieurs. Moi, je suis convaincu que Benoît Saint-Denis est victime de ce qu'il représente. Et ce qu'il représente entraîne une récupération par l'extrême droite et évidemment par certains racistes. Mais la question qu'il faut se poser, vous, si vous étiez raciste, est-ce que vous vous emmerderiez à laisser votre pièce pour que des musulmans prient? Est-ce que vous iriez à la boucherie pour chercher de la viande halal? Moi, si j'étais raciste, jamais de la vie. Je vais utiliser le principe de Sagan. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il y a juste zéro preuve. Il n'y a que des interprétations. Dans toutes les personnes que j'ai vues qui l'accusent de racisme, personne n'est capable de fournir un propos, un acte, un truc concret. Si aujourd'hui je vous demande de me prouver que Jean-Marie Le Pen est raciste, que truc, que machin, vous allez me sortir des vidéos, des propos, des passages radio, des trucs, enfin du concret. Là aujourd'hui, rien n'est sorti de sa bouche qui prouve que c'est un raciste. Et même pire que ça, ses actes en privé prouvent le contraire. Parce que vous savez, c'est comme dans tous les milieux, le milieu du MMA, c'est petit. Ces accusations ne viennent même pas du milieu du MMA, ça vient de Twitter. On est arrivé dans une époque où des personnes, à travers des écrans interposés, arrivent à te dire si t'es raciste, si t'es misogyne, si t'es truc, si t'es machin, alors qu'ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent même pas le milieu où tu évolues, et c'est même pire que ça, ils savent mieux que les personnes du milieu du MMA. C'est vraiment fou ce qu'on peut découvrir sur son canapé aujourd'hui. Puis en vrai, on va pas se mentir, si tous les racistes étaient comme Benoît Saint-Denis, le monde ne serait-il pas meilleur? Parce que à qualifier n'importe qui de raciste, on en oublie le vrai combat, le vrai racisme, les vraies victimes. C'est bien beau de vouloir cataloguer les gens, de faire du buzz, etc. En fait, c'est tellement contre-productif. Vouloir lutter contre le racisme en mettant votre temps, votre énergie sur une personne qui ne l'est pas, du coup vous allez braquer toutes les caméras là-dessus, c'est assurément faire passer le vrai racisme, les vraies victimes au second plan. Si vous vous demandez encore aujourd'hui pourquoi c'est compliqué le vivre ensemble en France, je trouve que cette vidéo c'est un bon exemple. Parce que ce qui est fou, c'est que je viens de défendre Benoît Saint-Denis, enfin défendre, apporter pour moi la vérité, puisque pour moi c'est la vérité, mais en tout cas je viens de le défendre. Et c'est exactement ce que font des racistes, alors que je suis à des années-lumière de leur pensée. Mais c'est ce que je vous disais pour Aya Nakamura. En fait, on fait la même chose, mais la motivation n'est pas la même. Je terminerai juste sur un passage qui est très intéressant de Benoît Saint-Denis lors de l'interview avec Zach Nani. Et je trouve que cet extrait nous en apprend pas mal sur lui et sa manière de penser. On a récemment vu une story d'Amin Ayoub qui a témoigné de ton respect des autres croyances, notamment des musulmans. Alors forcément, moi, ça m'a touché en tant que tel, mais je pense que c'est un tout. C'est quoi ton rapport vis-à-vis de la religion et des croyants, mais au global? Même ceux qui croient à autre chose, etc. Bah justement, comme je disais, moi je pense que c'est chaque communauté à la base, comme je pense là-dessus, tu seras d'accord avec moi, t'as plein de jeunes aussi qui le font par communautarisme et tout ça, avant de s'y intéresser vraiment. Je pense que quand tu deviens un peu plus adulte et que tu commences à t'y intéresser, tu trouves aussi des choses régulièrement, tu trouves des points clés qui vont t'intéresser, qui vont te faire que tu vas rebasculer, avoir des phases où tu vas te réintéresser à certaines choses, etc. Et bah déjà, ça te permet d'appartenir à une communauté. De suivre comme voilà un cadre qui est respectueux et qui impose une certaine discipline. Je pense que toutes les religions, quand elles sont bien pratiquées, c'est-à-dire qu'en fait bien pratiquées dans le sens où c'est un peu comme c'est comme on parlait du staff, c'est-à-dire que la personne qui va donner le savoir et qui va le transmettre, il faut que ce soit une personne qui ait des compétences. Ça peut pas être n'importe qui. C'est là qu'il peut y avoir des dérives. Mais à partir du moment où la personne qui transmet en fait, tout simplement les écrits religieux de chaque religion et qu'elle le respecte et elle arrive à l'adapter au monde moderne, aux conflits modernes, aux conflits de la vie quotidienne des gens qu'elle concerne, c'est là que ça devient intéressant et que ça te permet de t'épanouir, je pense. Et qu'après, tu peux vraiment utiliser la prière comme un moyen d'épanouissement personnel, quoi. Moi, je le vois presque comme une préparation mentale, la prière, aujourd'hui. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais dans le respect de chacun, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même pour la chaîne secondaire. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. That you're not alone. I know what it's like not to have a home. Like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible. Feel like I live in the end zone.